et ce l'angle mythologique, bien sûr, donc à travers un mythe que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est le mythe de Narcisse. On va essayer pendant ces 2 jours de ne pas faire de jaloux et de parler de toutes les planètes sous l'angle de mythologie. Donc vous avez vu, enfin on a évoqué déjà Uranus. Pour l'instant, ce n'est pas une équation astrologique pour savoir si vous avez le mythe sur votre thème astrologique. C'est juste des indications. Uranus va être un indice du mythe de Prométhée. Neptune, un indice du mythe de Prothée. Pluton, un indice du mythe de Faust. La Lune va avoir un rapport avec Narcisse. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est-à-dire Mercure-Jupiter, va avoir un rapport avec le mythe d'Icare. Et vous avez un autre mythe qu'on explorera. Vénus va avoir un rapport avec le mythe d'Orphée. Orphée. Je vais vous positionner aussi des choses un peu autrement. Et Poisson. Donc, pour le positionner encore autrement, on va mettre des choses comme ça. Vous avez Narcisse qui est du côté du Cancer et du Lion. Vous avez, alors, dans l'histoire de Narcisse, en fait, vous avez Écho qui correspond aux Gémeaux. Mais le Taureau, c'est la grande déesse. Le Bélier, c'est le héros. Le Poisson, c'est Prothée. Le Verseau, c'est Prométhée. Le Capricorne, c'est l'image du vieux sage. Je vais évoquer. Je n'ai pas vraiment de mythe en rapport avec le Capricorne, mais c'est plus un personnage que l'histoire. C'est le vieux sage. D'accord. Le yogi qui est au fond de sa grotte, qui médite au sommet de son trapèze. Le Sagittaire, c'est Ulysse. Vous savez comment Ulysse a été reconnu par sa vieille servante lorsqu'il est rentré à Ithaque. Il était déguisé sous la forme d'un mendiant. Et la vieille servante, elle lui fait prendre un bain. Et il avait une blessure à la cuisse. Et c'est là où elle l'a reconnu. Parce qu'en fait, quand il était jeune, Ulysse a été blessé à la cuisse par un sanglier. C'est intéressant par rapport au Sagittaire, qui est effectivement l'espace biologique de la cuisse. Donc Ulysse va signer la morphologie du corps, signe le mythe. Par ailleurs, Ulysse on appelle aussi Odysseus. Qui veut dire le fâché. Le fâché. Odysseus, curieusement, Odysseus en grec veut dire le fâché, et Ulysse, Robert Greff le traduit par de la cuisse. Donc le nom d'Ulysse correspond littéralement au Sagittaire. Et donc toute l'histoire d'Ulysse, c'est celui qui, grâce à un grand voyage, va transformer sa colère et découvrir un trésor. Avis à tous les Sagittaires.
Parce que le Sagittaire est en colère contre tout le monde au début. Mais c'est ce grand voyage qui va lui permettre de transformer cette colère et de et découvrir ses richesses intérieures. C'est dit clairement dans l'introduction de l'histoire de Ulysse. Je vous en parle parce qu'on ne verra pas le Sagittaire sous cet angle, on verra sous l'angle Gémeaux-Sagittaire, qui est le mythe d'Icare. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est le mythe d'Icare. Le Scorpion, c'est le mythe de Faust. La Balance, c'est le mythe d'Orphée. La Vierge, là encore, je n'ai pas de mythe, c'est bien sûr Déméter, hein, mais je n'ai pas de mythe. Enfin, c'est le mythe de Déméter, c'est une histoire mythologique. On a fait tout. Alors ça, c'est par rapport à lui, par rapport au soleil. Par rapport au zodiaque. Le lion, c'est Donc aussi, C'est une à la zodiaque. position du soleil, On n'entre pas encore dans les équations astrologiques du mythe que vous avez sur vous. Simplement, si vous faites de l'astrologie et que vous connaissez le zodiaque, il y a des résonances évidentes entre Narcisse et le Cancer et le Lion, entre Déméter et la Vierge, entre Orphée et la Balance, Faust et Scorpion, etc. C'est juste des résonances pour l'instant. C'est pas parce que vous avez un soleil Scorpion que vous avez un mythe de Faust. C'est une condition qui peut être nécessaire mais non suffisante. Chez nous, c'est super, là, c'est car. Mais ça permet de donner déjà une tonalité zodiacale. C'est éco. Donc on ferme ce tableau et on va rentrer donc, sur le mythe de Narcisse. Qui peut être soit solaire, soit lunaire. Et en fait, tel qu'il est raconté par Ovide, il est beaucoup plus lunaire. Dans la psychanalyse, j'ai interprété le mythe de Narcisse comme étant le narcissisme, c'est-à-dire le fait de, je caricature le fait de se regarder autour de son nombril, et dans la réalité plus psychanalytique, le besoin de s'aimer soi-même ou d'être aimé pour élaborer la structure du monde. Les deux lectures ne correspondent pas aux données mythologiques. Un jour, l'Hyriopée je suis obligé de vous le faire en résumé, hein, parce que normalement on passe 2 jours. Mais simplement pour vous donner les lignes générales, hein, qui est toujours intéressant de raconter en consultation quand vous avez quelqu'un qui est porteur d'un de ces mythes, parce que souvent l'histoire elle-même est thérapeutique. C'est-à-dire l'histoire va être un lieu d'évocation pour la personne, et à partir de là, il est possible d'amplifier à partir de l'histoire par rapport à sa vie dite réelle. Donc l'Hyriopée, c'est la mère de Narcisse. Un jour, l'Hyriopée va voir le devin aveugle, le voyant aveugle, qui s'appelle Tirésias, et elle lui demande « Est-ce que mon fils vivra longtemps ?» Dans son langage sibylin, Tirésias lui répond « Ton fils vivra longtemps s'il ne se connaît pas. » Donc, comme nous, on connaît l'histoire et qu'on sait qu'il va mourir jeune à l'âge de 16 ans, on sait que Narcisse s'est connu. Donc Narcisse est un mythe de connaissance de soi. Ce n'est pas un mythe ni en rapport avec l'amour de soi, ni en rapport avec le nombrilisme. Donc Narcisse, c'est une voie initiatique qui va, et donc toute l'histoire va raconter ce cheminement initiatique qui va nous amener à la connaissance de soi et à la réalisation du soi. Juste à titre d'exemple, j'étais avec une personne que je considère comme réalisée le mois dernier, et elle est cancer ascendant. Donc elle n'a rien de narcissique au sens
ni psychologique, et encore moins psychopathologique, mais il a réalisé le soi. Donc ce processus, c'est ce processus que je vais évoquer à travers le mythe de Narcisse. Si ça vous intéresse, elle s'appelle Ganga Mira, et elle donne des satsangs au Portugal. Satsang, c'est un mot sanskrit qui veut dire conversation. Donc je fais juste des questions-réponses 4 fois par semaine. Mais elle est sur Internet, hein, vous la trouverez facilement sur YouTube. Donc je reviens à l'histoire de Narcisse. L'Ériopée, un jour, a eu envie d'aller prendre un bain. Il est allé se baigner dans le fleuve qu'on appelle le Céphise. Et, nous dit le texte, le Céphise, la trouvant à son goût, la violenta. De ce viol, en réalité, ou de cette violence à minima, va naître 9 mois plus tard le jeune Narcisse. Alors, pour comprendre un mythe, il faut interroger plusieurs choses. Il faut interroger la situation et la lire d'une manière symbolique. Et il faut interroger les noms des personnages, l'étymologie des personnages, et éventuellement leur généalogie. Donc à partir déjà de ces 3 approches, on a des éléments, des faisceaux d'informations qui vont souvent dans le même sens et qui permettent de comprendre ce qu'il y a. Alors juste sur cette petite bout là, de naissance, on a 2 ou 3 éléments importants sur le mythe de Narcisse. Donc, Narcisse est un mythe de connaissance de soi, je vous le disais tout à l'heure. Qu'il y a la lune, donc la sensibilité lunaire, l'ouverture à la sensibilité lunaire va vous permettre d'aller vers votre soleil. Sachant que le soleil, c'est le représentant du soi sur le thème astrologique. Premier élément. Deuxième élément, c'est que tout Narcisse porte en lui une souffrance originelle, puisque le fleuve a violenté la jolie nymphe Azur. Ovide avait c'est une littérature extraordinaire, c'est une nouveauté qu'on ne retrouve plus ou peu dans notre littérature moderne. Donc chez le Narcisse, au sens mythologique du terme, il y a une souffrance fondatrice qui a été vécue probablement pendant la grossesse de sa mère. Éventuellement, ça peut être éventuellement transgénérationnel, mais le texte ne le dit pas. En tout cas, une souffrance sensible, une souffrance émotionnelle, puisque Narcisse est né d'un point d'eau, le fleuve Céphise, et il va mourir près d'un autre point d'eau, le lac dans lequel il va se mirer. Donc on est dans un monde d'eau, on est dans un monde sensible, on est dans le monde de l'imaginaire, on est dans le monde version ombre de l'imaginaire, c'est l'imagination. Version lumière de l'imaginaire, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire cette capacité de flirter avec les fées, les sylphides, les anges et les ondines. C'est-à-dire de sentir et de s'émerveiller devant la beauté du monde. Vous avez déjà plusieurs éléments importants si vous avez un mythe de Narcisse. L'émerveillement est la clé de votre nature profonde. La souffrance fondatrice qui fait qu'ensuite vous allez avoir peur de la souffrance et que vous allez tout faire pour ne jamais souffrir. Et un désir de connaissance de soi, non pas par l'intellect, mais par le fait de se regarder sans tricher dans le miroir de ses images intimes, par exemple à travers les rêves. Vous voyez que je n'ai pas dit grand-chose sur le mythe, mais on peut déjà en tirer un certain nombre d'informations.
Je ne fais que parler de la Lune en réalité. Donc vous voyez comme quoi un mythe peut amplifier ce que dit à la fois la psychologie et a fortiori les projections sur les personnages extérieurs, imaginaires, etc. Lorsqu'on parle de mythes. Donc les mythes, évidemment, amplifient la lecture du thème sous forme d'histoire qui parlent directement à l'inconscient et donc qui, de ce fait, sont opératives. Vous savez que lorsqu'un enfant demande 253 fois à ses parents de lui passer la petite vidéo sur le roi lion, c'est pas parce qu'il n'a pas compris l'histoire. C'est parce que l'histoire elle-même est opérative à chaque fois et creuse un sillon toujours plus profond dans la consolidation du moi qui est exactement le soleil du lion. C'est pour ça évidemment que le conte de fées fonctionne de la même manière. Donc l'histoire elle-même est un processus induit un cheminement intérieur dans l'inconscient et permet l'élaboration du monde. Enfin, dans le cas de ces histoires. Donc l'Iriopée va voir le devin et il lui dit ton fils mourra jeune, vivra longtemps, pardon, s'il ne se connaît pas. Et l'histoire repart 16 ans plus tard. 5 lustres et 1 an, nous dit le texte. Donc une lustre, c'est 5 années. Quiproquo en quiproquo, d'écho en écho. Écho finit, c'est une nymphe, hein, finit par s'approcher de Narcisse et l'enlace, et celui-ci crie « Bats les pattes, je mourrai avant que tu ne m'enlaces, ou que tu ne m'attrapes. Que tu ne m'enlaces, ou que tu ne m'attrapes. » Écho, tout débité, repart dans la forêt, et Narcisse continue son chemin. Donc, deuxième élément important sur le mythe de Narcisse, c'est quelqu'un qui va refuser le contact de l'autre. C'est quelqu'un qui va refuser l'altérité. Il refuse l'altérité parce qu'il a peur de la souffrance. Alors pourquoi il poursuit le cerf? Le cerf, c'est l'animal qui porte sur son front l'arbre de vie. Il porte un arbre sur son front, le cerf. D'accord, ça s'appelle l'éperon. Et c'est l'animal qui est lié au printemps. Donc le cerf va symboliser l'idéal spirituel. Donc le narcissique, dans un premier temps, au sens mythologique encore une fois, va poursuivre une chimère qui s'appelle un idéal spirituel. En croyant que c'est un idéal spirituel, que c'est un vrai cerf. Mais en réalité, c'est juste une fuite de lui-même. Pourquoi c'est une fuite de lui-même? Parce d'abord, il se perd. Autrement dit, la quête spirituelle n'est pas chevillée à son corps. Il suffit qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive dans la jungle de ses représentations et il oublie la chasse au cerf. En plus, il est avec sa bande de potes. Donc il fait ça, peut-on penser, parce qu'il y a une espèce de pression sociale, de consensus, pour le faire ensemble, pour être au chaud. Donc le narcissique, c'est, dans un premier temps, c'est celui qui va adhérer à une association au nom d'idéaux spirituels, en croyant fermement avoir une quête spirituelle, mais qui en réalité est juste là pour avoir chaud. Première étape du mythe. Et donc il va rencontrer Écho. Il va refuser l'amour.
Étape suivante. Il va envoyer un cadeau à quelqu'un qui s'appelle Aménias. Ou plutôt, pardon, c'est l'inverse. Aménias est un amant de Narcisse. Aménias. Alors, quand on est dans les mythes, il ne faut pas avoir peur de la contradiction. Donc Aménias est un amant de Narcisse et Aménias lui envoie une épée en cadeau. Narcisse la refuse, donc il refuse à nouveau le cadeau d'amour. Et il la renvoie à Aménias, cette fichue épée. Et Aménias va se suicider avec cette épée. Donc, juste c'est la parenthèse, c'est l'aspect Pluton dans le mythe de Narcisse. Donc parce qu'il refuse l'amour, parce qu'il refuse de se laisser toucher par autre chose que lui-même, il va semer la souffrance autour de lui. Écho va souffrir, Aménias va souffrir. Mais il ne se rend pas compte qu'il sème la souffrance autour de lui. Tout ça parce qu'il y a cette fameuse blessure fondatrice que j'évoquais tout à l'heure. Et puis un jour, à force de... Comme il s'est perdu, il va continuer à errer dans la forêt. Il va rencontrer un espace, nous dit le texte, près d'un point d'eau, où aucune bête n'a jamais posé le pied, aucune feuille n'est jamais tombée, et aucun rayon soleil ne s'est jamais posé. Espace improbable, mais qui dit quoi? Il dit qu'il va rentrer dans un espace où il n'y a aucune trace. En d'autres termes, un espace où il n'y a aucune mémoire. Donc, pour commencer à se regarder dans le miroir d'eau, qui est là, il va devoir se poser dans un espace sans mémoire. Ce qui évidemment est difficile pour un narcisse, puisque l'eau est mémoire. L'eau est mémoire puisqu'elle ramène avec elle des traces de tout le territoire qu'elle a traversé. Elle a du fer si elle a traversé des zones ferrugineuses, elle a du calcium si elle a traversé du calcium, elle ramène les feuilles mortes qui sont tombées le long de la rivière, etc., etc., etc. Elle peut être plus ou moins dure, plus ou moins douce. Donc l'eau est mémoire. Les narcisses ont une excellente mémoire. La lune est mémoire. Donc la connaissance de soi ne va pouvoir se mettre en place que dans un espace sans mémoire. Vous voyez qu'on est bien dans une structure mythologique et archétypale, puisqu'on est dans deux choses contraires. Donc à chaque fois que vous êtes dans des choses contraires, vous n'êtes pas dans la contradiction, vous êtes dans un archétype. Narcisse, qui est un être doux, qui a été fécondé par l'eau de ses fils, est mémoire. Mais pour se réaliser, il va devoir apprendre à devenir sans mémoire. Être sans mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ouvrir d'une manière sensible au présent de l'instant. Ça veut dire arrêter de juger des choses en fonction des souvenirs et des expériences passées. Là, je redescends sur le plan psychologique. Ça veut dire cesser de ressasser le passé que l'on a tendance à idéaliser.
puisque Narcisse est né dans un jardin magnifique, près d'un fleuve, avec plein de végétation, bref, un truc plutôt sympa. Pour faire simple, ça veut dire voir le présent et le libérer de tout le passé qui s'est accumulé jusqu'à ce jour précis de mon existence. Donc c'est le deuxième travail de Narcisse. Le premier travail de ou le troisième. Le premier travail de Narcisse, ça a été de voir que sa quête spirituelle, que ce qu'il appelait sa quête spirituelle, était un mirage. Et pour le formuler autrement, de voir que ce qu'il appelle sa quête spirituelle est le meilleur obstacle à sa réalisation spirituelle. Parce qu'évidemment, il va se faire une idée de ce qu'est l'éveil, de ce qu'est la réalisation spirituelle, de ce qu'est la bonté, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la beauté, etc. Pour tout ça, ça crée des voiles, peu importe qu'ils soient vrais ou faux. Ils sont faux. En général, ils sont faux, de toute façon. Mais tout ça, ça crée des voiles qui empêchent le contact direct avec la nature de son nature, avec son essence. Donc là, il est dans l'imagination, non pas dans l'imaginaire. La première étape d'un mythe de Narcisse, si vous avez un mythe de Narcisse, questionnez votre quête spirituelle, votre quête d'idéal. Est-ce qu'elle est chevillée à mon corps? Est-ce qu'elle est essentielle? Ou est-ce qu'elle est simplement le fruit de mon éducation, de mon histoire et des gens que j'aime bien retrouver dans l'association dans laquelle je vais et qui ont le même objectif? La deuxième étape dans le mythe de Narcisse, c'est de réaliser qu'on sème la souffrance autour de soi. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que ça va faire écho à la souffrance originelle de la naissance. Mais c'est la souffrance qui va nous faire grandir, qui va nous faire maturer, qui va nous permettre de continuer notre chemin. Donc le chemin, il se poursuit non pas par l'idéal, mais par la souffrance. Donc ça, c'est le refus d'écho et l'histoire d'Aménias. Narcisse qui va... Alors après, comme dans les mythes, comme dans les bonnes histoires, hein, comme dans les rêves plutôt, tous les personnages sont Narcisse lui-même. Donc Narcisse, il peut aussi faire preuve d'un amour étouffant comme Écho, ou d'un amour victimaire comme Aménias. Un amour étouffant, c'est « Ah, je t'aime, je t'adore, je t'étouffe ». Et un amour victimaire, c'est « Ah, si tu ne m'aimes plus, je me suicide ». Donc ça, évidemment, on tombe dans l'aspect pathologique. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais il n'y a pas pire martyr que celui qui souffre. Il n'y a pas pire tyran, pardon, que celui qui souffre. Donc ça, ceux qui ont un mythe de Narcisse peuvent facilement tomber dans ce côté tyrannique. Jusqu'au jour où ils comprennent que c'est la souffrance qui les fait grandir. Et non pas le besoin d'être protégés, sécurisés, choyés, aimés. Mais t'inquiète. Donc première étape, la chasse au cerf. Deuxième étape, la relation à la souffrance. Troisième étape, la relation au non-savoir, à la non-mémoire. Renoncer à ces paradis chéris, idéalisés de l'enfance en général,
qu'on a vécu ou non, mais en tout cas, on a pu les idéaliser. Et c'est parce que je rentre enfin dans un espace sans mémoire que je peux me regarder dans le point d'eau, dans la source. Alors, c'est intéressant parce que le mythe, dans l'histoire de Vide, dit parfois le lac, parfois la source. La source, c'est ce qui va nous ramener à la source de nous-mêmes. Et le lac, c'est au fond l'espace des grandes images intimes et du rêve, mais au sens de l'imaginal et non plus de l'imaginaire. C'est-à-dire au sens des rêves qui nous arrivent la nuit et non pas des rêves qu'on va inventer pour se sentir confortable. Et là, que voit-il, Narcisse? Au début, il ne réalise pas que c'est lui-même qu'il voit dans le miroir, donc il tombe amoureux de lui-même, bien sûr. Donc là, pour aller au fond de soi, il faut être immensément amoureux de soi-même. Il faut aimer de manière inconditionnelle tout ce qui va surgir. Il commence par en voir la beauté, et après ça va devenir plus compliqué. Et donc il éprouve d'abord la frustration de ne pas pouvoir se saisir. Parce qu'évidemment, lorsqu'il tend une main vers l'être adoré qu'il voit dans l'eau, l'autre il fait pareil, donc c'est quand même vachement super. Mais dès qu'il touche l'eau, ça se brouille et il ne peut rien saisir. Donc là, on a une grande leçon qui est le non-saisissement. Pour aller au fond du vrai miroir de soi-même, ne jamais rien chercher à saisir. Sinon, l'image se brouille et le processus est à recommencer. Un autre élément du mythe qui est important, on nous dit que, bien sûr, Narcisse a compris que c'était lui-même qui voyait dans le lac, dans la source. Il est tellement fasciné par cette image-là qu'il reste aussi immobile que le marbre de Paros, et que ni la faim ni la soif, c'est-à-dire ni Déméter, ni ne le détournent de sa quête. Donc, il faut avoir la ferme détermination de ne pas regarder ailleurs. Quand on se regarde dans le miroir de ses émotions, de ses sentiments et de sa vérité profonde. Ni la faim, ni la soif ne le détournent de lui. Je vous propose de seguir pendant 3 jours que ni la faim, ni la soif ne vous détournent de lui. Bouddha a fait ça pendant 3 jours et il a reçu l'illumination sous l'arbre du Bouddha. L'autre clé, c'est l'immobilité. Il est aussi immobile que le marbre de Paros. Donc, le fait de rester immobile et de laisser surgir tout ce qui surgit, sans chercher un seul instant à le saisir, et sans soi-même se dessaisir de sa quête, met en place le processus de connaissance de soi. Et que voit-il lorsqu'il est dans cette posture intérieure? Il voit des yeux qui brillent comme les soleils et une chevelure digne de Dionysos. Alors là, on arrive à un point évidemment important de l'histoire. Des yeux qui brillent comme le soleil, c'est-à-dire il voit la lumière, il voit sa nature essentielle, il voit son soi profond, et il voit les cheveux dignes de Bacchus, nous dit le texte. Mais Bacchus, c'est Dionysos. Dionysos, c'est le dieu de l'ivresse.
Donc il perçoit enfin sa double nature profonde, qui est en fait la nature profonde de tout être humain, mais il la contacte de manière sensible, et non pas intellectuelle. Il la contacte d'une manière sensible parce qu'il se regarde dans l'eau du lac, ou l'eau de la source. C'est-à-dire notre dimension de lucidité et notre dimension dionysiaque d'ivresse. En bon français, ça s'appelle être translucide. Être à la fois dans la transe, c'est-à-dire dans l'ouverture à toutes les ivresses qui surgissent à l'intérieur de soi, tout en restant conscient de ce qui se passe. Donc on devient translucide. Une fois qu'il a contacté cette dimension cette conscience de vérité et cette conscience d'ivresse en même temps, c'est-à-dire qu'il accepte le vertige tout en l'accompagnant, sans se laisser déborder par lui. Il meurt. Et il descend dans l'Hadès, dans le monde suprême. Les nymphes qui sont là, parce qu'il y a aussi des nymphes dans le monde souterrain, elles préparent son bûcher funéraire, comme il est de coutume de le faire. Et lorsqu'elles vont chercher son corps, elles voient que celui-ci s'est transformé en narcisse, la fleur qui dorénavant portera son nom. Donc Narcisse est enfin devenu Narcisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que Narcisse veut dire narcose, endormissement. Donc, tout ce mythe est l'histoire de la sortie de notre narcose, qui fait qu'au début, on ne sait pas qui on est. On passe par tout un processus. Comment calculer une dominante sur un thème? Comment calculer une dominante planétaire sur un thème? Alors, tous ces travaux, à la fois sur les mythes et sur la dominante planétaire, c'est une espèce de travaux de Jacques Berton, qui a beaucoup travaillé l'astro-mythologie, enfin qui a développé l'astro-mythologie, que j'ai en partie repris et développé. Donc, la dominante du thème, qui fonctionne très bien comment savoir si une planète est dominante? Ici, ce qui nous intéresse, est-ce que la Lune est dominante? Regardez, est-ce qu'il y a une planète? Posez-vous les questions suivantes. Est-ce qu'il y a une planète conjointe au maître de l'ascendant? Par exemple, si vous êtes ascendant Bélier, si la Lune est conjointe à Mars, vous avez une dominante lunaire et amie de Narcisse. Je vais tout faire ici. Je prends une hypothèse de travail. Vous avez un ascendant Bélier. Quelque part, Mars est en maison 10, mais ça on s'en fout, ici. Et vous avez dans votre thème une lune conjointe à Mars. Donc, la lune c'est la planète qui est conjointe au maître de l'ascendant. Puisque le Mars est le maître de l'ascendant. Donc la lune devient dominante du thème. Toute planète conjointe au maître de l'ascendant est dominante. Il y a un excellent exemple que vous pouvez vérifier. Vous avez un personnage qui s'appelle Charlie Chaplin. Il est... je vais vous dessiner.
il a un soleil en bélier. Et il est ascendant scorpion. Ça, c'est Charlie Chaplin. Et vous avez un autre personnage qui s'appelle Adolf Hitler, Oui, ils sont des presque. qui a un soleil en taureau. Ils sont nés à 3 jours d'intervalle la même année. Qui a un soleil en taureau et un ascendant balance. À votre avis, c'est quel dictateur? Non, vous êtes emmerdé, là. c'est Hitler. Et Chaplin fait C'est le bien personnage. dans Scorpion qui est le dictateur. Ouais. Et Chaplin l'a fait le film. Sauf que sur leur thème, je crois que c'est en Gémeaux, mais il faut le vérifier, ils ont tous les deux, je vais le mettre en vert, comme ils sont nés à 3 jours d'intervalle, ils ont tous les deux une conjonction Mars-Vénus. Ah oui, d'accord. Donc on récapitule. Celui qui est bélier ascendant Scorpion, Mars mène de l'ascendant, dominante Vénus. Chaplin. Celui qui est taureau ascendant balance, Vénus conjoint à Mars, Mars dominant. Donc vous voyez, ne négligez pas l'importance de la planète conjointe maître de l'ascendant. Ça change tout. Et si la planète est conjointe à l'ascendant? C'est l'étape suivante, je vais vous le dire. Donc retenez, ne serait-ce qu'à travers cet exemple, que toute planète conjointe au maître de l'ascendant devient dominante. Et ça change complètement l'interprétation du texte. Vous avez dit pour Chaplin c'était Vénus et pour Hitler c'était Pour Mars. Chaplin, il est bélier, j'ai mis en noir. Il est bélier ascendant Scorpion. Mars est maître du Scorpion. Vénus est conjoint à Mars. Donc, la planète qui est conjointe au maître de l'ascendant, c'est Vénus. Vénus devient dominante. Et Hitler, c'est la C'est fonction l'inverse. inverse. Et Arès c'est la Et Arès, c'est la vie. Non, c'est Chaplin. Chaplin, il est bélier ascendant Scorpion, Vénus est conjoint au maître de l'ascendant. Et Hitler, c'est l'inverse. Hitler, il a Mars dominant, il est taureau ascendant balance, donc c'est plutôt sympa, c'est un signe vénusien, deux signes vénusiens. Et effectivement, si vous discutez avec son chauffeur, que je n'ai pas fait, mais j'ai lu sa biographie, il dit que c'est quelqu'un de très sympathique, avec qui on peut discuter, qui est très, très gentil, très affable, etc. Et tous les témoignages personnels d'Hitler disent ça. Donc, il le présente comme un taureau ascendant balance. Sauf qu'évidemment, il a Mars dominant, donc il a quand même fait la guerre. Et donc il a toujours raconté qu'il était pour la paix dans le monde, ce qui était évidemment une manière de cacher sa volonté de conquête et de créer la grande Allemagne. Ok, c'est la planète qui est conjointe qui est dominante. Voilà, C'est ça, j'avais compris. c'est la planète qui est conjointe qui devient dominante. Donc vous sentez que si vous avez la Lune conjointe au maître de l'ascendant, à quel point la Lune peut devenir importante. Donc ça, c'est vrai pour la Lune parce qu'on parle de la Lune, mais c'est vrai pour n'importe quelle planète. Donc vous vous êtes donc, pour savoir si vous avez un Lune de 26, vous vous êtes posé la question, est-ce que la Lune est conjointe au maître de l'ascendant? Si oui, vous avez un Lune de 26. Vous allez ensuite vous poser une deuxième question. Alors, c'est ce qu'il veut. Est-ce que la Lune, est-ce qu'il y a des planètes conjointes aux angles? Les angles, ascendant, milieu du ciel, fond du ciel, Ouais. descendant. Si une planète est conjointe aux angles, elle est importante aussi. Elle est moins, c'est pour ça que je l'ai mis dans cet ordre, elle est moins importante que le maître de l'ascendant, que la planète conjointe au maître de l'ascendant, mais elle arrive en seconde position. C'est ça. Donc, si vous avez la Lune conjoint au milieu du ciel, conjoint au descendant, conjoint a fortiori en première maison, à l'ascendant, vous avez aussi la Lune Vénus. D'accord? Et conjoint au soleil, non c'est pas possible. Si, mais Ah, c'est soleil, ok. je vais trop vite. Je vais en parler tout à l'heure. D'accord. Ça va?
Troisième question à vous poser. Est-ce que ici la Lune est en aspect au maître de l'ascendant? Sauf conjonction, bien sûr, puisque la conjonction est. Si vous êtes ascendant taureau et que vous avez un trigone Lune Vénus, vous avez un bout de mythe de Narcisse. Un bout qui faut tenir compte, qui est important. Troisième, peut-être j'aurais dû le mettre là. La Lune est dans un amas. Un amas, c'est un minimum de 3 à 4 planètes, on va dire 3 planètes en conjonction, 3 ou plus. Donc vous savez que la plus rapide le valorise, la plus lente la colore. Donc la planète la plus rapide d'un amas sera valorisée. Valorisée. Donc si la Lune est dans un amas, elle va devenir importante. La plus rapide le valorise, la plus lente la colore. Colore là-bas. Si la plus lente va donner la toile de fond, et la plus rapide va. Et enfin, cinquième question à poser. Est-ce que la Lune ou la planète est en aspect au lumineux? Luminaire. Est en aspect au luminaire. Lune ou la C'est-à-dire, planète. bon, ici, est-ce que la Lune est en aspect au Soleil? Parce que la Lune, Elle c'est un ne peut pas être luminaire. en aspect avec elle-même. Pourquoi le Soleil? Parce que le Soleil, c'est la conscience de soi. Donc, si vous avez un aspect du Soleil, le Soleil va éclairer la Lune, d'une certaine manière, donc la rendre plus consciente. Donc, si la Lune est en aspect luminaire, on retrouve aussi un mythe de Narcisse. C'est pas fini. Il faut en plus ajouter, alors, c'est la posture idéale, hein, un aspect Lune-Pluton. Mineur, majeur, ce que vous voulez, mais il faut un aspect Lune-Pluton. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est l'octave supérieur, mais vous voyez bien que, Mais n'importe quelle que planète Narcisse. en relation avec Pluton, ça serait ça. Non, Lune. Non, Lune-Pluton. Ça. Ah, voilà, parce qu'on parle de la Lune. Mars, ça serait pas ça. Parce que vous voyez bien que dans le mythe, on n'a pas seulement Narcisse qui est un narco, c'est-à-dire dans l'imaginaire, mais vous avez la descente aux enfers. Vous avez Pluton. Et vous avez le rapport à la souffrance, traverser la souffrance. Donc ça, c'est ce qui fait rajouter à l'équation astrologique du mythe de Narcisse. Mais c'est valable pour la Lune toute seule ou on peut parler des nœuds de la Lune? Non, c'est pas là pour la Lune toute seule. Par contre, effectivement, si la Lune est conjointe au nœud sud, elle est valorisée. C'est ce que j'appelle un petit mythe. Voilà. Parce que vous voyez que tout ça, c'est des facteurs du moi. La Lune conjointe le maître de l'ascendant, c'est un facteur du moi. C'est l'identité. L'ascendant, c'est l'identité. Donc le maître de l'ascendant, c'est l'identité. Les planètes, c'est quoi? C'est des planètes Les conjointes ensemble. Alors, c'est pas toujours un facteur du moi, mais si c'est en première maison, c'est un facteur du moi. En aspect au maître de l'ascendant, c'est un facteur du moi. Et en aspect au soleil, c'est un facteur du moi. Donc, ça veut dire que la Lune fait partie du moi. C'était quoi ta question? Parce que c'est valable que pour les. Les nœuds de la Lune. Ah oui, voilà. Or, les nœuds de la Lune, le nœud sud ne fait pas partie du moi. Le nœud sud, c'est nos automatismes. On va dire ça comme ça. Le nœud sud, c'est le karma. Le nœud nord, c'est le dharma. Donc, le nœud sud, c'est l'essence de nos anciennes incarnations. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on sait faire spontanément bien et souvent en excès. On a les défauts de notre notion. Quelqu'un qui a un notion en bélier, il est impatient. Quelqu'un qui a un notion en taureau,
il est obstiné, quelqu'un qui est dessus dans Gémeaux, il est bavard, quelqu'un qui est dessus en Cancer, il est hypersensible, mais une hypersensibilité de protection. C'est quelqu'un qui est dessus dans Lion, il porte bien le costume. Quelqu'un qui est dessus dans Vierge, il y a une spontanéité à servir, etc. Quelqu'un qui a un dessus dans Balance, il va naturellement chercher la relation amoureuse dans le couple, la relation de couple. Donc on a les automatismes du monsieur. Donc c'est pas du moi, ça. C'est dans l'hypothèse des incarnations, c'est l'essence d'expérience de nos dernières incarnations. Et par contre, donc si on est une lune conjointe dessus, ça veut dire qu'on est familier avec la lune, qu'on a été narcisse dans une vie antérieure, pour le dire comme ça. Mais plus non. Le monsieur, ça se représente comment? C'est quoi le symbole du monsieur? Ça c'est le sud. Ah, d'accord. Le sud reçoit et le nord protège. Le sud, c'est les mémoires du passé, le nord, c'est les mémoires du futur. Donc pour savoir si vous avez un mythe de Narcisse, regardez si la lune est dominante, en vous posant 1, 2, 3, 4, 5 questions. Pour répondre à combien sur les 5? Il suffit de répondre à une. Il suffit de répondre à une. Il suffit de répondre à une, en voyant que je vous les ai donnés par ordre d'importance. Et idéalement, il faut qu'il y ait un aspect d'une culture. Ah, il faut obligatoirement. Idéalement. Si vous n'en avez pas, vous avez un mythe de Narcisse. Si vous n'avez pas d'aspect d'une culture, vous avez un mythe de Narcisse. Mais vous n'avez pas la capacité à mourir. Donc c'est un peu plus compliqué si vous ne l'avez pas. Parce que il y a la nostalgie du paradis des origines qui reste présente. Soyez contents d'avoir un aspect de vie. On a pas trop méchant, ça. Oui, mais maintenant, bien sûr. Après, ça va dire comment ça se passe. Donc, question suivante, qui est un mythe de Narcisse? Et alors vous, on ne parle pas de la lune dans un film. Non, pas forcément. Ni forcément de la soleil cancer. Alors c'est vrai que, alors je vous ai dit que le soleil était aussi une composante narcissique. Donc c'est vrai qu'un soleil en lion ou un soleil à l'ascendant, ça peut faire une composante narcissique. Même démarche. Même par le soleil. Alors la différence entre un narcissisme solaire et un narcissisme lunaire, c'est que le lunaire, va attendre le regard des autres, et le solaire va aller le chercher. C'est-à-dire le solaire va faire du théâtre, monter sur les planches et dire voyez comme je joue bien, aimez-moi. Et le lunaire va accroître sa fragilité et sa dépendance pour être protégé dans des cas extrêmes. Et un jour, il n'y a pas longtemps, je me promenais avec une personne qui a un mythe de Narcisse. J'ai eu cette réflexion. On était dans un parc. Et il n'y avait personne dans le parc. Il y avait de très jolies fleurs qui poussaient sous les arbres, un peu très discrètement. Et elle m'a dit, mais comment ces jolies fleurs peuvent pousser ici sans personne pour les regarder? Très joli. Ça, c'est Narcisse. Comment je peux être jolie sans qu'on me regarde? Je suis jolie pour les autres. Et pour être aimée par les autres. Et les cancers, l'Edouard Cancer. Est-ce que c'est clair ce mythe de Narcisse? Je vous propose de le temps qu'il nous reste, on finit à 6h30, c'est ça? De regarder. Alors après, évidemment, il faut replacer le mythe dans signe, en maison, etc. Donc ça va être, la maison va être, de la lune va être l'espace
le champ d'expérience où le mythe va s'exprimer, etc. Comment on peut vivre le mythe? Au mieux, Ouais. c'est le processus que je vous ai raconté. De quoi être conscient? De vivre en conscience? C'est la connaissance de soi. Donc c'est un mythe qui conduit vers l'éveil, qui est le contraire de la narcose. Donc Ah oui, donc quand tu disais. c'est tout le processus d'abandonner la chasse aux cerfs, réaliser la souffrance, accueillir la souffrance, se regarder soi-même sans tricher, et se poser la question qui suit. Alors, C'est suivre le cheminement de c'est suivre le cheminement. le cheminement de l'histoire Exactement. mythologique. Et s'il y a un demi-sextile entre la Lune et Pluton, vous prenez quel ordre? Demi-sextile, je prends 1 degré. Ah oui. 1, 2, maximum. Le mythe de Narcisse, quand Narcisse est devant le lac, c'est vraiment me poser la question qui suis. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est entrer dans le non-saisissement. C'est-à-dire que je ne suis pas cette émotion. Je ne suis pas ma profession. Je ne suis pas les idées qui me traversent. Neti. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et à ce moment-là, la conscience de soi s'allège de toutes ses mémoires, s'allège de toutes ses représentations, de tout ce qu'elle croit, de tout son imaginaire. Donc, après la question qui suis-je, il ne reste plus que celui qui pose la question. Et la conscience aiguë, et à ce moment-là, lorsqu'on pose la question qui suis-je, le sens du moi va se dissoudre dans le soi. Ça s'appelle la réalisation. L'effondrement de l'ego. C'est exactement l'effondrement de l'ego. L'ego est l'obstacle. Parce que, encore une fois, on est dans un système, comment dirais-je, paradoxal. Le narcissique, c'est celui qui a le plus gros ego. Et en même temps, quand il est réalisé, c'est là où l'ego est complètement disparu. Parce que c'est la traversée, justement, du narcissisme, la traversée du moi, jusqu'au moment où ce moi se dissout, qui va permettre de contacter, en fait, cet espace d'amour universel. Il faut passer par le je ne suis rien. Et il faut passer par la joie de n'être rien. Et vous avez remarqué que personne, c'est personne. Oui. Personne, c'est personne. 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 Une personne. Ça, c'est dans l'histoire de Lys. L'histoire de Oui, quand il veut aller tuer les cyclopes, il dit Il dit personne. Ah oui, oui, ça, oui, ouais, et il dit qui vous a fait ça? Personne. Personne. oui, donc c'est déjà un haut niveau de réalisation. Personne. Vous voyez le paradoxe dans ce mot. Tu verras, c'est une expérience. Non, mais ça veut dire rien. Moi, Ça ça veut veut rien rien dire. Ça veut rien dire. Parce que C'est un vivre. D'ailleurs, tout narcisse est un vivre. Narcisse n'est pas, c'est pas un mythe qui permet la réalisation par la pensée. C'est un mythe qui permet la réalisation par l'accueil du sensible, l'accueil de sa sensibilité. C'est d'ailleurs la difficulté de Narcisse parce qu'il va rentrer dans la souffrance. Et ta difficulté à toi, c'est que tu as une mémoire chez vous qui te raconte que c'est par la pensée que je vais atteindre la vie. On peut avoir plusieurs mythes. Ah oui, on peut en avoir combien? C'est pour ça que j'ai différencié tout ça.
triangle à droite, donc c'est bon. Bah, on peut les avoir tous. Hein. Ça fait comme un peu de verre, je découpe. Non, alors quand on a plusieurs J'ai un peu Oui. froid, j'ai un peu machin. alors, quand on a plusieurs mythes, il y en a un qui est pivot et les autres vont s'enrouler autour. Gravité autour, ouais. Celui qui est Alors, comment on définit les plus importants? planète conjointe au mètre de l'ascendant. Mais s'il n'y a aucune planète, conjointe, Il y a les angles et il y a. Bah, après, tu passes Non. aux angles. Planète, on voit Si il n'y a personne à la première question, tu passes à la deuxième. Oui, oui, bien sûr. S'il n'y a personne à la deuxième, tu passes à la troisième. Non, mais je disais dans le cas de plusieurs planètes, c'est là. Si on n'a aucune planète, non, non. Disons que le mythe le plus important, c'est celui qui touche les planètes du mois. Et, Et les planètes du mois, et C'est si vous. pas en fonction de l'âge, c'est-à-dire qu'on peut développer un mythe à un certain âge et puis un autre prendrait le relais. Oui, un peu plus tard. ça peut aussi. Oui, ça peut aussi. Et Si si on on. n'a pas de planète conjointe aux angles et qu'on en a plusieurs conjointes au mètre de l'ascendant et qu'on en a plusieurs conjointes aux angles, Alors, si tu as plusieurs planètes conjointes au mètre de l'ascendant, non, ça n'a rien. donc c'est quoi ta question? Donc rien au mètre de l'ascendant, Oui. mais plusieurs sur un angle. D'accord. Alors, dans l'ordre d'importance, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Ascendant, Descendant, Descendant. milieu du ciel, fond du ciel. Mais surtout, le plus important, c'est les degrés d'ordre. C'est-à-dire, plus une planète sera proche d'un angle, plus elle sera importante. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une planète à 1 degré du fond du ciel et une autre à 5 degrés de l'ascendant, la plus importante sera celle qui sera proche du fond du ciel. Ah bon? d'accord. En termes de valorisation, pas en termes d'interprétation. Enfin, je veux dire, la planète au fond du ciel va toucher les racines, la planète à l'ascendant va toucher le moi, etc. L'identité. Mais en termes d'importance, en termes de puissance de couleur. Donc les degrés d'ordre sont plus importants encore que l'angle qui est touché. Et si on a un maître de l'ascendant qui est conjoint et qui est aussi, non, et qui est aussi son signe solaire. Alors, dans mon cas, Gémeaux, Vierge, j'ai Neptune conjoint à Mercure en 5, en Balance. Donc c'est Neptune qui devient... Oui, c'est Neptune, là, c'est parce que, oui, mais je veux dire qu'il est à la fois sur le maître de l'ascendant et à la fois le maître solaire. Ça valorise encore plus. Ça se cumule en fait. Ouais. Et bien conjoint. Hein. Oui, donc tu as un mythe de Proté probablement. Un mythe de Proté. Ce qui est intéressant dans un cadre mercurien, c'est que ça crée un petit conflit. Ah oui, parce que les deux ne se ressemblent pas. Ils sont complémentaires. Si Mercure se trouve proche de la Lune, ça peut être un mythe de Proté. Tout seul comme ça. Il faut regarder. C'est-à-dire, ça fait un mythe de Proté, tu dis? Oui. Ah non, ça n'a C'est rien à l'un voir. Donc Proté, c'est Neptune. Donc, qui a un mythe Moi, je pense. de Narcisse, toi? Oui. Moi, je dois avoir un. Malheureusement, sans aspect d'une Pluton. Ah, Ça me chagrine, ça. ça te chagrine. Ouais, parce que. Ouais. Alors, il faut regarder à ce moment-là bon, la maison de Pluton, qui est quand même la maison des filles, enfin, on rencontre un homme. Ouais. Et regardez à quel moment il y a eu des transits de Pluton sur la Lune. Sur la Lune, enfin, en aspect à la Lune. Ouais. Parce que là, ça lui a bien remis les pieds sur terre. À quoi la Lune? À Narcisse. Le moi ne peut pas mourir. Quelle drôle d'histoire. Plutôt basé sur la Lune, maman, Ouais. Ouais. j'ai eu 22, 14 dedans. T'as eu combien? 24. Regarde, Mais il y avait la Lune sur la Lune. Et là, t'as vu, moi, je l'ai fait.
Mais ça joue sur ton santé, mais est-ce que c'est amené à prendre des décisions? Et la lune est dans quelle maison? Sans de quoi? Ouais. Je peux avoir le soleil. Donc, te soigner de certaines cavaliers. Ce que je vous propose pour qu'on ne fasse pas trop d'aparté, peut-être qu'on prenne un thème d'exemple, si quelqu'un veut bien mettre au tableau. Non, parce que je réponds à toutes les. Tous les Je critères. découvre, je réponds à tous les critères. Tous les critères. Il y a des codes. En considérant que Pluton est le premier maître d'ascendant, T'as un scorpion? Oui. Oui, pour comprendre le ton. donc on peut prendre Pluton. Quand on est ascendant scorpion, c'est plutôt le maître. C'est Mars. Non, c'est Mars. Mars. Faut d'abord, normalement, il faut d'abord prendre Mars. Et ensuite, tu peux le dessiner. Tu peux le dessiner Le dessiner au tableau. Pour que tout le monde en profite. pas doué. Ah bah oui. Non, mais tu mets peut-être pas tout, tu mets les planètes, tu mets la lune et Pluton. Tu mets les essentiels. trucs qui te disent. C'est une découverte parce que On sait le pas dans la mythe de Protéus à la limite, je vais en parler, mais comme quoi on est vraiment On inconscient. peut avoir plus de bah, oui, de toute façon, t'as pas, on est inconscient. Qui se disait chaque fois qu'on lui demandait la vérité. Il ne voulait pas dire. Ah ouais. Donc, je vais bien. Comme là. Oui, oui. Je le suis là. Mais on a dit qu'il faut sur c'est ascendant et étoile. Ouais. Le scorpion. Ascendant, c'est moi, je C'est pareil, j'ai fait à la lune et qui a une exposition contre la planète. moi, c'est Oui, en plus, Vénus peut être une composante d'incession. Oui, le le soleil. jet de soleil dans la 4 mais pas conjoint. Parce que j'ai la 4 en verso, mais j'ai le soleil poisson. Donc toi, t'es poisson ascendant scorpion. Et l'opposé à la Non, Le Mars. non, j'ai le poisson à 8 degrés, la lune elle est en vierge, elle est en lune. Elle a des angles. J'ai pas bien compris là. Où est-ce que les salines? le vieux sage. Alors si t'es poisson, t'es une planète, c'est quoi Non, je suis ascendant scorpion, donc mon maître d'ascendant, c'est Mars et Pluton. Et où il est où? Il est où Pluton? Il est en haut. Il est en haut. Ah, c'est la lune, là, vous voyez pas bien. Oui, Où est-ce il est qu'elle est, la lune? conjoint. Moi, Il je est vois. conjoint à la Tout lune. en haut, tout en haut, en 10 là-haut. Et tu t'intéresses pas du tout au poisson en fait. Elle a la lune conjointe, quoi. Conjoint à Pluton. Ah si, je la vois. Lune Pluton. Bon, moi j'écris pas Pluton. ça. Non, mais simplement, le jour de naissance, c'est sa position du soleil. Le jour de sa naissance, le soleil est en poisson. Oui. L'ascendant, ça dépend de l'heure de la naissance. Donc, elle est née à C'est le moment où le soleil se 2h du lève. matin. Le soir. En fait, ici, en gros, ici, tu es à 6h du matin, ici, tu es à midi, ici, tu es à 6h du soir, et là, tu es minuit. Donc, on est à 11h du soir.
Donc, l'ascendant, c'est l'heure de naissance. Et donc, comment tu as un mythe. Donc, en fait, tu as un mythe de Narcisse, mais très clitorisé. Oui, sans doute. D'accord. Ouais, je me reconnais bien là-dedans. C'est quoi? Clitorisé. Oui. Donc, on n'est pas dans le narcisse ou expansif, mais on est dans un narcisse concentré vers vers la vérité intérieure. Et ce que je disais aussi tout à l'heure sur le Pluton, on peut être dans un narcisse qui refuse de s'exprimer de peur à la souffrance. C'est-à-dire que c'est plus facile d'en penser. Comment tu dirais que tu as des plus donc on dit ça du professionnel. Jusqu'à ce que je transforme, quand j'ai rencontré un astrologue, j'étais inconsciente, inconsciente. À 34 ans, mon père est décédé et là j'ai pris conscience de mes images parentales. Et puis à 39 ans, j'ai décidé pas de changer de métier, mais d'être à mon compte parce que j'en avais marre d'être salariée. Et puis là, je suis allée voir un astrologue et puis je lui ai dit, il m'avait dit, c'est un client, et il m'avait dit, je suis astrologue humaniste. Humaniste, ça pouvait me parler, astrologie, ça ne me parlait pas du tout. Et puis le jour où j'ai gardé sa carte au moins 3 ans dans mon portefeuille, alors que je perds tout, hein, je suis poisson, je suis très... Et je vais le voir et je lui dis, dites-moi mes défauts et mes qualités. Je ne me connaissais pas du tout. Hein. C'était un gars qui avait un soleil poisson sur le mien. J'avais 3 jours d'astrologique, tout partait. Tout parfait. Oh, déjà, je recevais son savoir comme s'il me gavait une noix. Et j'ai fait des catharsis énormes. Physique, tu veux dire? Oui, physique et psychique. Parce que les premiers jours, il m'a dit la lune c'est la mer, le Pluton c'est le secret. J'ai cherché, j'ai fait un tas d'expériences paranormales, compagnie. J'ai fait un truc dans l'eau là. Les rubans? J'en ai fait mais autrement. Non mais j'ai fait, comment on appelle ça? Mais dans la mer, j'ai eu une expérience qui m'a libérée parce que je voyais ma mère qui me noyait. Tu vois. Et puis après, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait plein d'expériences neptuniennes et plutoniennes. J'étais au centre de la Terre, je me consumais. J'ai fait des kilos, j'ai évacué la mer Noire. Plein de choses comme ça. Et donc, pour moi, l'astrologie, c'était un outil, c'était 99% de la psychanalyse. Et du coup, tout s'est éclairci. Et dans ton identité, tu as trouvé quoi? Le Pluton. Qu'est-ce qui s'est éclairci? Qu'est-ce qu'il y a derrière dans l'éclaircie? J'ai compris que j'avais tout faux, que je m'étais construite par rapport à ce que la mère voulait de moi. Ma mère était maniaco-dépressive, donc elle menaçait de se suicider tout le temps. Donc c'était la dépendance à la mère. Après j'ai compris, comme tu disais, que c'était pas moi, quoi. C'était des choses qu'il fallait que je libère. Donc celle qui a joué le rôle de la martyre victime, c'est ta mère. Oui. Et du coup, sur laquelle tu t'es mouillé inconsciemment. Je me suis un peu imposée dans la vie professionnelle, et puis une fois que j'avais un peu tout ce que je voulais, je suis partie, j'ai démissionné, j'ai fait de l'astro.
La 10, c'est aussi l'inconscient de la mère. Ah ben, c'est grâce à elle que je m'ai impressionné quand même. J'étais construite sur cette image. Même si elle était, elle, démissionnaire. Comme une image marrante. Et t'as Mars conjoint à Vénus en Bélier. Et j'ai Neptune, Saturne ici aussi. Neptune en 12 aussi. En balance. Et les nœuds lunaires. Comment? Les nœuds Les nœuds. Le sud en 10. 29 et le nord en verso. Je suis dans le monde. Ah ben t'as eu les retours là. T'as eu le retour là. Autour de nœuds. Là, j'ai eu le retour il n'y a pas longtemps. Ben oui. Un retour inversé, puisque Oui. c'est le nord qui passe. Oui, c'est pas pareil, mais c'est. Ça en fait quand même. C'est en plus en plein dans l'axe médian. Parce qu'il y en a un qui a un Neptune angulaire au milieu de ciel et puis l'autre qui a un Neptune angulaire au fond de ciel avec la sédation aussi. Pluton, ça va plus. D'accord, Pluton, En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour survivre quelque part, ça a un peu occulté ça, j'ai envie de dire. Ou tu l'as vécu à travers des événements extérieurs. Étant jeune, j'avais certainement un complexe de toute puissance. Voilà. Ben Et en fait, tu t'es construite là-dessus. Sur le soleil poisson. oui, Et du coup, effectivement, c'est intéressant pour toi de retrouver ces images de toute-puissance, de grandes déesses, parce qu'en plus, avec la musulmanie, il y a une puissance de métamorphose qui, si tu la contactes, te permet aussi de métamorphose, d'aider les autres à la transformation. oui, l'astro, ça me sert à ça. C'est-à-dire à faire exactement ce qu'on dit sur le mythe de Narcisse, c'est-à-dire d'aller de traverser la mort, c'est-à-dire les identifications de tout ce qu'on croit être, pour aller vers leur soleil, vers leur identité. Le soleil a peut-être aidé aussi. Parce qu'un soleil en poisson, dans le mythe de Narcisse, il y a un effondrement de l'ego, il y a un effondrement, il y a le je suis rien. Mais le je suis rien n'est pas accessible quand on est seul, quand on se pense seul. Il est complètement accessible quand on comprend qu'on ne l'est pas, Oui, en réalité. Et du coup, le soleil en poisson peut être aidant. Il favorise la dissolution du monde. Voilà. Dans la tout à fait. confiance. Quand, je sais plus, quand Uranus et Neptune sont passés en bas, là, il y a eu une dissolution de tout ça. Hein. Ah oui. Parce qu'ils ont soutenu le soleil, je pense. Enfin, j'en sais rien. Oui, quand ils sont passés là, ils sont soutenus. Ils ont soutenu le soleil, donc du coup, la dissolution pouvait se faire avec une forme de. Surtout Neptune, une forme d'amour, du coup. Oui, Donc, bien sûr. c'est peut-être plus simple. Il y a dû y avoir en même temps qu'une dissolution, un pardon